Bonjour à tous, je poursuis la série sur le rouge. Après une brève histoire du rouge, je vais vous présenter la fabrication du rouge. Et d'abord, les pigments d'origine naturelle. Pour introduire cette nouvelle séquence, voici une photo de l'exposition Habiter la couleur que j'ai faite à la Cité radieuse Le Corbusier à Briançon-Forêt en 2019. Jusqu'à l'avènement au XIXe siècle des pigments synthétiques modernes, les couleurs sont essentiellement d'origine naturelle. On verra qu'il y a des pigments artificiels avant l'invention des pigments synthétiques, mais cela fera l'objet d'une autre présentation sur la chimie des couleurs. Donc la réputation d'un pigment naturel, c'est son origine, qu'elle soit minérale, végétale ou animale. C'est aussi son lieu de production ou son lieu d'extraction quand il s'agit d'un pigment minéral. Mais après son lieu de production, c'est aussi son lieu de fabrication. Et donc sa qualité, le savoir-faire de la fabrication. Et ce, depuis les temps les plus anciens. Les pigments rouges naturels peuvent être de 3 sortes d'origine. Donc l'origine minérale, comme le cinabre naturel ou certaines terres naturellement rouges. L'origine végétale, comme la garance, le bois brésil ou encore le henné. Ou d'origine animale, comme la pourpre issue du murex ou le rouge cochenille issu d'un insecte, le kermès ou la cochenille, comme on va le voir. Certaines terres sont naturellement colorées en rouge, car elles sont rouges en oxyde de fer notamment. L'ocre rouge, c'est la plus ancienne substance colorée employée par l'homme. On la retrouve dans les premières peintures pariétales, comme ici dans la grotte d'Altamira en Espagne. On la retrouve dans des tombes datant de 9000 ans avant notre ère, sur les enluminures de l'Occident médiéval, sur les miniatures du monde persan, chez les primitifs italiens. En fait, on la retrouve de tout temps et sur toute la planète. En France, il existe encore des carrières pour l'extraction de pigments naturels. Ici, c'est des photos du Vaucluse. Les pigments sont utilisés pour colorer les enduits dans le bâtiment, pour fabriquer des peintures industrielles ou pour le cosmétique. L'ocre jaune aussi est extrait, c'est une roche ferrugineuse riche en fer qui donne aussi un pigment rouge, mais cela nécessite qu'on la chauffe. Donc on peut classer ce pigment dans le cours suivant, la chimie des couleurs, car il y a une transformation de la matière par le feu. La terre de sienne est aussi une terre naturellement rouge, en fait une sorte d'oranger qui, quand on la calcine, devient brun-rouge, qu'on connaît sous le terme de terre de Sienne brûlée. Comme son nom l'indique, elle vient de la ville de Sienne, en Toscane. Elle est transparente et très stable. Et elle traverse aussi le temps de la préhistoire à nos jours. Ici, la Maesta, qui est une peinture religieuse sur bois, vers 1280. Alors, elle est conservée au musée du Louvre. Et pour la petite histoire, elle a été une prise de guerre de Napoléon pendant la campagne d'Italie. Et en principe, toutes les restitutions ont été faites au pays d'origine, mais ce tableau est de trop grande dimension, il fait plus de 4 mètres, donc il était intransportable sans dommage. Donc vous pouvez encore le découvrir au musée du Louvre. Et c'est un exemple de peinture à la façon des peintures byzantines. Et c'est un très bon exemple d'utilisation de la terre de Sienne par les artistes du Trecento. Le cinabre, c'est un sulfate de mercure que l'on trouve à l'état naturel dans divers gisements en Europe, notamment en Espagne et en Toscane. Quand on le broie, il se présente comme un pigment qui va du rouge brique à un beau écarlate. On l'emploie comme pigment depuis la période néolithique. On le trouve aussi en Chine depuis les temps les plus anciens. Il a un autre nom qui est le rouge pompéien. Il est très onéreux et il est réservé aux commanditaires fortunés pour les peintures en grand format durant l'Antiquité. Par exemple ici, pour les fresques de la Villa des Mystères à Pompéi, donc vers 50-60 avant Jésus-Christ. Il donne un rouge somptueux et brillant, comme patiné, mais il est sujet au noircissement en cas de forte exposition à la lumière. Il est encore utilisé pour les miniatures du Moyen-Âge, mais il est peu à peu remplacé par sa version artificielle. Le cinabre artificiel, on l'appelle vermillon ou minium,
à cette époque et on en parlera pendant la présentation sur la chimie des couleurs. Et il est à noter que le cinabre est interdit à partir du 19e siècle car il est toxique. Après le précieux cinabre, on passe aux pigments organiques. On distingue des pigments d'origine végétale et animale. Le rouge d'origine végétale, c'est d'abord la garance. Le pigment est solide, de teinte vive et beaucoup moins cher que les teintures animales. Par exemple, dans l'Antiquité, le rouge du manteau des légionnaires romains est teint avec de la simple garance, donc végétale, et n'a pas du tout le même aspect ni la même valeur symbolique que celui de l'empereur qui est obtenu à partir du précieux murex. La garance est à l'origine utilisée comme teinture pour les tissus. Les preuves de son utilisation remontent aux tissus grecs, donc romains, et même égyptiens, jusqu'à 1500 ans avant notre ère. Le pigment est extrait des racines d'une herbacée qui est dite garance des teinturiers. Il existe aussi de la garance sauvage, mais dont la teinture est plutôt rose. Donc la garance est considérée comme le plus stable des pigments naturels et très recherché. Il est introduit en Europe à partir du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, il est cultivé dans toute l'Europe. Le savoir-faire des teinturiers progresse au fil des siècles. La garance est aussi utilisée en peinture à l'huile. C'est un pigment rouge carmin transparent. Et quand on le broie avec l'huile de lin, on obtient un film souple qui convient très bien au glacis. Et d'ailleurs, la laque de garance véritable existe encore aujourd'hui en peinture à l'huile, mais aussi en aquarelle. Et donne des tons très subtils qui vont du rose jusqu'au carmin. On retrouve son usage dès le début de la Renaissance, ici dans une œuvre de Titien, la Vénus d'Urbain. Vénus est un carrefour des échanges et le haut lieu du savoir-faire en matière de pigments à l'époque. Donc on est au XVIe siècle et vraiment le maître des couleurs à Venise, c'est Titien. Ici, Bacchus et Ariane, c'est une œuvre qui montre la célébration de l'amour et qui est sublimée par l'utilisation de couleurs précieuses comme le lapis-lazuli pour le bleu ou la laque de Garance pour les tons rouges. La qualité des pigments témoigne de cette position centrale de Venise dans le commerce international du luxe et du goût raffiné des cours italiennes. Parce que le langage pictural de Venise, fondé sur la couleur, est porté par sa plus haute expression par cet artiste Titien, dont le talent est reconnu et recherché à cette époque par tous les princes d'Europe. Autre exemple, ce portrait du pape Paul III qui figure la vieillesse du souverain pontife et des doutes qui entourent sa succession. L'utilisation des couleurs ici est assez frappante dans la qualité des tons de rouge et le contraste entre ces tons de rouge profond et le blanc des vêtements. La composition du tableau témoigne vraiment des relations complexes entre le pape et ses successeurs. Autre exemple de pigment végétal, le bois brésil. On connaît ce bois de braise depuis le Moyen-Âge. En fait, il provient de Java, de Ceylan, des Indes et il est importé dans les premiers temps en Europe par les Vénitiens précisément. Ce bois brésil ne sert que pour les produits de luxe. À la fin du Moyen-Âge, on commence à bien maîtriser les techniques d'obtention du pigment et on obtient davantage de tons. Ce bois produit des oranges et des roses qui deviennent les tons masculins à la mode au XIVe et au XVe siècle. C'est la profusion d'arbres couleur de braise qui donne son nom au Brésil au XVIe siècle. Pau Brésil, ça veut dire bois de braise en portugais. Un important commerce en découle entre l'Europe et le Brésil. Aujourd'hui, le Pernambouc, ou le bois brésil, c'est l'arbre national du pays. Et il est protégé, il ne sert plus pour réaliser des pigments. Dans les pigments végétaux du rouge, on peut aussi citer le henné, mais ce dernier est plutôt utilisé pour le corps et puis on en a globalement une bonne connaissance, donc je ne vais pas m'attarder sur le henné. Dans les pigments rouges d'origine animale, on distingue le rouge pourpre, obtenu par le murex, un coquillage marin, et le rouge carmin, obtenu par le kermès, un insecte. La technique d'extraction du pigment rouge à partir du murex a probablement été inventée par les Crétois aux environs de 1500 avant notre ère.
La petite glande du coquillage est mise à sécher au soleil. L'air oxyde la substance qui devient progressivement violette en passant par le jaune, le vert. Le pigment est ensuite obtenu par un broyage. Et c'est un pigment très très cher parce qu'il faut 10 000 coquillages environ pour faire 1 gramme de colorant. On a retrouvé autour de la ville de Tyr, qui est aujourd'hui au Liban, des monceaux de restes de coquillages près des anciennes teintureries. Cette technique a été améliorée par les Phéniciens aux environs de l'an 1000 avant notre ère. La pourpre de Tyr était la plus réputée du monde antique. La pourpre est donc le symbole du pouvoir et de la richesse. Elle est avant tout réservée à la teinture des étoffes pour les familles fortunées de l'Antiquité grecque. Son usage se restreint avec l'avènement de l'Empire romain, où la pourpre est réservée au seul empereur. Au tout début de l'ère chrétienne, la pourpre, comme les autres attributs impériaux, devient la couleur de Dieu, puis celle de l'élite du clergé. Et puis la recette se perd et au cours du Moyen-Âge, l'usage de la pourpre est remplacé par d'autres colorants. Ici, une mosaïque de Ravenne, l'impératrice Théodora et sa suite du VIe siècle, qui donne une idée de la couleur probablement fidèle de la pourpre, un violet sombre et scintillé. La particularité de cette matière colorante, c'est sa gamme de couleurs très large, mais aussi son aspect brillant, riche, somptueux, qui est toujours cité dans les textes. Le colorant qui donne le rouge carmin provient de 2 insectes, le kermès, qui est un petit insecte parasite du chêne, et la cochenille, qui se niche dans le cactus. C'est un vrai rouge éclatant, un colorant qui est très recherché pour teindre les étoffes. Au départ, la cochenille du cactus est inconnue en Occident, mais depuis l'Antiquité, le kermès est utilisé en Europe. Il est récolté à plusieurs endroits, en Espagne, en Pologne ou en Arménie par exemple. Et à partir du XIIIe, XIVe siècle, Venise, toujours elle, idéalement située pour les échanges commerciaux, a la supériorité absolue dans l'utilisation de ce pigment et produit la fameuse écarlate vénitienne, une étoffe au rouge inégalé. Les teinturiers gardent jalousement le secret de fabrication de cette teinture somptueuse. Ici, dans ce tableau du XVe siècle, plusieurs pigments ont été utilisés. Du cinabre en sous-couche et en glacis de la laque de Garance pour les vêtements de l'évêque, qui sont d'un rouge sombre dans l'esprit de la couleur pourpre. Et toujours du cinabre en sous-couche, mais cette fois-ci avec de la laque de kermès pour les étoffes rouge vif. Au XVIe siècle, la cochenille est importée par les Espagnols, faisant quasiment disparaître le kermès. Les conquistadors ont en effet découvert l'extraordinaire colorant rouge vendu sur les places de Mexico par les marchands aztèques. Au départ, les importateurs espagnols ne révèlent pas l'origine animale du pigment et font véritablement fortune avec cette denrée rare et convoitée. Et ça entraîne un rapport de force avec les autres pays européens qui sont décidés à briser ce monopole. La France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne s'engagent dans une course pour maîtriser la marchandise convoitée par tous les moyens. La piraterie, l'espionnage, la diplomatie. C'est un vrai roman. La couleur est très recherchée pour teindre les étoffes parce que c'est un vrai rouge, ni orange, ni pourpre. Le secret du somptueux rouge cramoisi, il est ainsi nommé, qu'obtiennent les teinturiers est toujours très bien gardé. Et Venise est toujours le centre du savoir-faire des étoffes luxueuses. Même si la marchandise arrive d'Espagne, elle est envoyée à Venise pour les qualités supérieures. En peinture, il est utilisé pour faire une laque de cochenille qui est très belle mais qui est assez fragile. Ici, on la voit dans la fiancée juive de Rembrandt du XVIIe siècle. L'Espagne conserve le monopole de la cochenille jusqu'à l'indépendance du Mexique en 1821. Il y a des tentatives pour sortir des cactus chargés de chenilles qui sont plus ou moins réussies. En fait, l'insecte est fragile et puis le cactus, il demande des conditions climatiques très spécifiques. La cochenille est alors développée dans ces tentatives à Java par les Hollandais, puis aux États-Unis, aux Antilles, en Afrique du Nord, au Portugal, aux Canaries, à Madère. Mais le Mexique demeure le principal producteur avec le Guatemala. Au 19e,
le monde produit finalement une quantité très importante de ce colorant rouge, donc les prix se mettent à baisser, c'est la loi du marché, hein, l'offre et la demande. Mais le rouge est conservé pour les uniformes militaires, pour tout ce qui est lié à la justice et aux assemblées parlementaires. Mais le procédé de la garance a parallèlement évolué. On a isolé le composant rouge de la garance, la lysarine, au début du 19e, et cette teinture est parfois plus performante à moindre coût. Et en peinture, la laque de garance aussi revient avec des produits de qualité. Le commerce de la cochenille se maintient au début du 19e avec le renouveau des intérieurs, avec de la décoration, mais plutôt autour de rouge assez sombre, autour du bordeaux. Mais en fait, la fin de la cochenille est très proche, alors que les pays producteurs espèrent une reprise des cours. Le coup fatal est porté par la découverte du pigment synthétique, dont on parlera dans la chimie des couleurs. Autour des années 1860, le cours de la cochenille chute et ne remonte plus jamais. L'économie des pays producteurs s'en ressent, les producteurs mexicains sont en voie de disparition au début du XXe. Quelques puristes conservent la cochenille en remarquant que les premiers colorants synthétiques déclenchent parfois des allergies. Et puis avec le courant bio, l'alternative naturelle fait son grand retour et depuis les années 90, la cochenille prend le nom de colorant E120 qui est utilisé pour l'alimentaire, le maquillage ou pour la teinture. C'est donc un colorant bio, bio ou en tout cas naturel. C'est plutôt le Pérou qui aujourd'hui est bénéficiaire de ce retour de la cochenille avec 80% de la production mondiale et ça fait vivre environ 40 000 familles. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement végétarien-végétalien qui s'oppose à la culture de la cochenille et qui suggère de remplacer l'insecte par de la betterave rouge ou du chou rouge. Cette situation est très préoccupante pour le Pérou. Au Mexique, on se met à développer un nouvel art de la teinture traditionnelle avec des recettes aztèques qui donnent des rouges magnifiques et ça c'est très intéressant aussi. Voilà pour cette histoire des pigments naturels du rouge. Et si ça vous intéresse, pour aller plus loin, je vous conseille toujours l'histoire vivante des couleurs de Philippe Ball. Et aussi comment regarder les couleurs dans la peinture. Très bien fait, très rapide, très court, très synthétique. Passionnant aussi l'extraordinaire saga du rouge de Amy Butler Greenfield qui raconte l'histoire de la cochenille et qui en parle comme dans un roman. Et puis le Anne Varichon, couleur dans les mains des peuples, qui est une ouverture sur le monde puisque finalement l'histoire de l'art est souvent un petit peu focalisée sur l'art occidental. Donc c'est un autre regard qui est passionnant aussi. Je vous remercie.